Le 47 rue des Tilleuls à Munich ne se distinguait en rien des centaines d'autres immeubles typiques à 5 étages construits dans les années 1970. Un bâtiment ordinaire dans un quartier résidentiel, plâtre décoloré, arbustes bien taillés à l'entrée, vélos sur des supports métalliques. Un endroit où les gens vivent côte à côte pendant des décennies sans connaître leurs voisins. Erika Zimmermann a emménagé dans l'appartement Neroa 21 en 2018. L'appartement abordable, avec une disposition acceptable, correspondait parfaitement à son modeste budget d'institutrice. Le seul désagrément était les bruits étranges qu'on entendait parfois de l'appartement voisin. Je l'ai entendu pour la première fois en novembre 2018, environ 2 mois après mon déménagement, raconte Erika. C'était quelque chose entre des pleurs et des gémissements. J'ai d'abord pensé que c'était une télévision à volume élevé. Le son était étouffé, comme à travers un mur. Son voisin était Gerhard Schubert, un retraité de 64 ans qui avait longtemps travaillé comme surveillant technique dans le même immeuble. Un petit homme avec une barbe grise soignée et un regard attentif. Il quittait rarement son appartement, et lors des rencontres, il se limitait à un hochement de tête discret. Je lui ai parlé une fois à propos du bruit, poursuit Erika. Il s'est excusé très poliment et a expliqué qu'en raison de problèmes d'audition, il devait augmenter le volume de la télévision. Il a promis d'acheter des écouteurs. Après cela, c'est effectivement devenu plus calme pendant un moment. Le 15 janvier 2019, Erika a de nouveau entendu des bruits. Cette fois, ils étaient encore plus distincts. Une voix de femme demandant de l'aide. Inquiète, elle a sonné à la porte du voisin. Gerhard n'a pas ouvert immédiatement, semblait irrité et essoufflé. Il a dit qu'il regardait un thriller, se souvient Erika. En fait, il y avait une télévision allumée dans l'appartement. Je me suis sentie bête et je me suis excusée pour le dérangement. Mais quelque chose dans son comportement m'a rendue méfiante. Il se tenait de manière à ce que je ne puisse pas regarder à l'intérieur. Et il sentait quelque chose d'étrange, comme dans un hôpital. Les mois suivants se sont écoulés tranquillement. Erika voyait rarement son voisin, les bruits ne se répétaient pas. Mais elle a remarqué que souvent, des bruits de pas se faisaient entendre de son appartement la nuit. C'était comme s'il ne dormait pas, faisant les 100 pas pendant des heures. Pour un homme âgé, il était étonnamment actif la nuit. En avril 2019, des annonces concernant la disparition d'Anna Hoff, 27 ans, sont apparues dans la cage d'escalier. La jeune femme était venue à Munich pour un entretien d'embauche et n'était pas retournée à son auberge. La police a interrogé les habitants car le dernier signal de son téléphone portable avait été localisé dans cette zone. L'agent m'a montré une photo, dit Erika. Une jolie blonde aux cheveux courts. Je ne l'avais jamais vue. Ils ont demandé si quelqu'un avait remarqué des personnes suspectes dans le quartier. Bien sûr, personne n'avait rien vu. Dans des maisons comme celle-ci, personne ne voit rien. Une semaine après la disparition d'Anna Hoff, Erika s'est réveillée au milieu de la nuit à cause d'un cri puissant. Le son était si clair qu'elle pensait que quelqu'un criait dans la rue. Quand elle a regardé par la fenêtre, elle n'a vu personne. Le bruit s'est répété, et cette fois, elle a reconnu qu'il venait de l'appartement de Schubert. « J'ai appelé la police », raconte-t-elle. 2 agents sont arrivés assez rapidement. Ils ont frappé à la porte du voisin, mais personne n'a ouvert. Après plusieurs tentatives, Gerhard est finalement sorti, l'air endormi, vêtu d'un pyjama et d'une robe de chambre. Il a affirmé avoir profondément dormi et n'avoir rien entendu. Les policiers ont vérifié l'appartement de Schubert, une procédure standard pour de tels appels. Une rapide inspection n'a rien révélé de suspect. L'appartement du retraité, composé de 2 pièces, semblait bien rangé, bien que modestement meublé. Aucun signe de présence d'une autre personne. L'agent m'a dit que j'avais probablement entendu un chat ou des bruits provenant d'un autre appartement, se souvient Erika. Théoriquement, c'était possible. L'acoustique dans les vieux immeubles peut être trompeuse. Mais j'étais certaine que le cri venait de mon voisin. Après cet incident, la relation entre les voisins est devenue tendue. Gerhard évitait les rencontres avec Erika
Et quand il la croisait, il regardait avec une colère mal dissimulée. À un moment donné, Erika a commencé à craindre que ses soupçons soient infondés et qu'elle se transforme en une voisine paranoïaque. En été 2019, l'affaire Anna Hoff a progressivement disparu des bulletins d'information. La jeune femme n'avait toujours pas été retrouvée, mais la recherche active avait été arrêtée. Son cas est devenu l'un des nombreux signalements de disparition non résolus dans les dossiers de la police de Munich. En août, des problèmes d'approvisionnement en eau ont commencé dans l'immeuble. Les résidents des étages inférieurs se plaignaient d'une faible pression. La société de gestion a promis d'envoyer un plombier. Pendant plusieurs mois, rien n'a changé. Le 10 octobre 2019, une nouvelle résidente a emménagé dans l'appartement 1023, un étage au-dessus de l'appartement de Schubert, Claudia Mayer, une infirmière de 32 ans. Une femme rayonnante et sociable qui s'est rapidement présentée à tous dans la cage d'escalier. Claudia était l'opposé complet de l'atmosphère locale, sourit Erika. Elle apportait des pâtisseries de maison aux voisins, organisait un groupe WhatsApp pour les résidents. Elle a même réussi à faire parler Gerhard. Il bavardait parfois dans la cage d'escalier. C'est Claudia qui a d'abord remarqué l'étrange plan de l'appartement de Schubert. Une fois, alors qu'elle l'aidait à porter des sacs lourds, elle est entrée dans son appartement et a été surprise par la taille du salon. Elle m'a dit « Ne trouves-tu pas étrange que son appartement n'ait que 2 pièces ?» se souvient Erika. Selon le plan de l'immeuble, il devrait y en avoir 3, comme dans le tien. Où a disparu la 3e pièce ? Cette conversation a fait réfléchir Erika. Elle vivait dans un appartement de 3 pièces en face de l'appartement de Schubert. Selon la logique de la construction standard, le plan devrait être symétrique. Mais dans l'appartement du voisin, elle n'avait vu qu'un salon et une chambre à coucher. J'ai commencé à me souvenir de cette nuit quand la police est venue, dit-elle. Les agents n'avaient effectivement inspecté que 2 pièces et la cuisine. Mais il aurait dû y en avoir une autre. Peut-être qu'ils n'y ont tout simplement pas prêté attention. En novembre 2019, Claudia a signalé aux voisins qu'elle entendait souvent des bruits étranges provenant du conduit de ventilation dans sa salle de bain. Ça sonne comme des coups ou des grattements, a-t-elle décrit. Comme si quelqu'un essayait d'attirer l'attention. Erika et Claudia ont décidé de parler avec d'autres résidents. Il s'est avéré que beaucoup avaient remarqué des choses étranges. Martin Wagner de l'appartement Nersnerath 19 a raconté qu'il avait vu Schubert sortir des sacs lourds à plusieurs reprises pendant la nuit. Ingrid Bauer du premier étage se souvenait qu'en 2018, peu avant l'arrivée d'Erika, une jeune femme avait également disparu dans l'immeuble. Une étudiante de 25 ans qui avait loué l'appartement Ndr 15. À l'époque, tout le monde avait supposé qu'elle avait simplement déménagé sans en informer le propriétaire. Bien sûr, nous avons tout discuté à voix basse, comme des conspirateurs, admet Erika. Personne ne voulait accuser ouvertement le voisin. Et si ce n'était que des coïncidences ? Une personne âgée peut avoir des habitudes étranges. Peut-être que la 3e pièce avait simplement été transformée en débarras. En décembre 2019, les problèmes d'approvisionnement en eau se sont intensifiés. La société de gestion a finalement envoyé un plombier, Markus Weber. Il a vérifié toutes les canalisations de l'immeuble et a découvert un raccordement non autorisé à la canalisation principale d'eau. Quelqu'un a fait une dérivation directement à partir de la canalisation principale, a-t-il expliqué au gestionnaire. Fait professionnellement avec un compteur séparé. Mais ce n'est pas enregistré dans la documentation. La dérivation va vers les appartements 17 et 19. L'appartement Nersnerath 7 appartenait à Gerhard Schubert. Le gestionnaire, Dieter Kraus, a décidé de procéder à une vérification. Le 15 décembre 2019, il a visité l'appartement du retraité avec l'ingénieur civil Thomas Hoffmann. Schubert les a laissés entrer à contre-cœur et a expliqué le raccordement illégal comme un ancien système qui restait de son temps comme concierge. Hoffmann, qui inspectait les pièces, a remarqué le plan étrange. Il devrait y avoir une autre pièce ici, a-t-il noté, pointant vers un mur dans le salon. Selon le projet, c'est un appartement de 3 pièces.
Schubert a expliqué que la troisième pièce avait été transformée en débarras où il gardait des outils et de vieilles affaires. Les clés auraient été perdues, la porte coinçait, et il n'y avait plus accès depuis longtemps. Cela semblait étrange, dit Krauss. Comment peut-on ne pas avoir accès à une partie de son propre appartement? J'ai suggéré d'appeler un serrurier pour ouvrir la porte. Gerhard a catégoriquement refusé et a dit qu'il résoudrait ce problème lui-même. L'ingénieur a néanmoins examiné le mur où devait se trouver la porte de la troisième pièce. Il n'a trouvé aucun signe d'une porte. Le mur semblait massif, récemment recouvert de nouveaux papiers peints. Soit la pièce a été complètement isolée, soit elle n'a jamais existé, a conclu Hoffmann. Mais selon les documents, il y a clairement un appartement de 3 pièces ici, où a disparu une pièce d'environ 15 mètres carrés. Après la visite du gestionnaire, Schubert est devenu encore plus renfermé. Les voisins le voyaient rarement. Même pour aller au supermarché, il choisissait le petit matin, quand il n'y avait personne dans la cage d'escalier. En janvier 2020, Claudia Mayer s'est adressée à la police avec une plainte officielle. Elle a signalé des bruits suspects provenant de la ventilation et le plan étrange de l'appartement voisin. Compte tenu des cas non résolus de femmes disparues dans la région, elle a demandé que Schubert soit vérifié. Le détective Jürgen Meyer, homonyme de Claudia, a pris la plainte, mais a dit franchement que la police pouvait faire peu sans preuves concrètes. Nous ne pouvons pas fouiller l'appartement d'une personne simplement parce que le plan semble étrange, a-t-il expliqué. Mais je promets d'enquêter sur les cas de femmes disparues et de vérifier s'il y a un lien avec cette adresse. Le détective a effectivement commencé la vérification. Il a examiné tous les cas de femmes disparues dans la région au cours des 5 dernières années. Il y avait 7 cas de ce type. 2 des disparus ont été retrouvés plus tard. L'une était allée voir des parents, l'autre était soignée dans une clinique psychiatrique. 5 femmes n'ont jamais été retrouvées. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant, raconte Meyer. Les derniers signaux des téléphones portables de 3 disparus ont été localisés dans un rayon de 500 mètres autour du 47 rue des Tilleuls. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Le détective a décidé de vérifier le passé de Gerhard Schubert. Dans la biographie officielle, il n'y avait rien d'inhabituel. Né en 1955 à Dresde, déménagé en Allemagne de l'Ouest dans les années 1980, a travaillé comme spécialiste technique, puis comme concierge rue des Tilleuls. Pas de casier judiciaire ni d'infraction. Cependant, une vérification plus approfondie a révélé des lacunes. Entre 1982 et 1985, Schubert semblait disparaître de tous les documents. Aucune donnée sur le lieu de résidence, le travail, le paiement des impôts. En 1985, il apparaît soudainement à Munich et prend un poste de concierge. C'était suspect, dit Mayer. À cette époque, avant la réunification de l'Allemagne, de telles lacunes dans la biographie signifiaient souvent un séjour en prison ou dans une clinique psychiatrique. J'ai adressé une demande à des collègues de Dresde pour vérifier les archives de la RDA. Février 2020 a été marqué par un nouveau tournant. La société de gestion, préoccupée par les incohérences dans le plan, a demandé la documentation historique pour le bâtiment. Dans les plans originaux, un détail intéressant a été découvert. À côté de l'appartement Gerani 17 se trouvait une salle technique d'une superficie d'environ 10 mètres carrés. Dans les plans actuels, cette salle n'existait pas. Nous avons supposé que Schubert, profitant de sa position de concierge, avait peut-être illégalement connecté la salle technique à son appartement, explique Krauss. Cela expliquerait également le raccordement illégal à la canalisation d'eau. Hoffmann a de nouveau examiné l'étage technique de l'immeuble et a constaté que la salle indiquée dans les anciens plans manquait effectivement. À sa place se trouvait un mur nu, récemment peint. Cela ressemblait déjà à une violation grave des règles de construction, dit l'ingénieur. Nous avons décidé de faire appel à l'inspection du logement et de procéder officiellement. Le 20 février 2020, une commission composée de représentants de la société de gestion, de l'inspection du logement et de l'ingénieur civil est arrivée avec un ordre officiel pour inspecter l'appartement de Schubert. Quand le retraité a vu les documents officiels,
il est entré en colère. Il criait qu'il était persécuté, que les voisins avaient conspiré contre lui. À un moment, il a essayé de jeter la commission dehors. L'inspectrice du logement Greta Schulz a appelé la police pour maintenir l'ordre. En attendant l'arrivée de la patrouille, Schubert s'est un peu calmé et a exigé que l'inspection soit effectuée en présence de son avocat. On lui a promis de reporter la vérification au lendemain. Pendant la nuit, Erika a de nouveau entendu du bruit de l'appartement voisin. Ça ressemblait à des meubles qu'on déplace, des coups de marteau, se souvient-elle. J'ai appelé Claudia, elle entendait aussi le bruit. Nous avons décidé d'appeler à nouveau la police. 2 agents sont arrivés après 15 minutes. Ils ont frappé à la porte de Schubert, mais personne n'a ouvert. Après plusieurs tentatives, les policiers ont décidé que la situation n'était pas urgente et sont partis, promettant de revenir le matin. Au matin du 21 février, la commission avec 2 policiers est arrivée à l'heure fixée. L'appartement de Schubert était vide. Le lit était intact, il y avait des aliments frais dans le réfrigérateur. Tout semblait comme si le propriétaire était juste sorti un moment et reviendrait bientôt. Sa voiture, une vieille VW Golf, manquait à sa place de stationnement habituelle. Nous avons décidé de procéder à l'inspection sans le propriétaire, dit Schulz. Nous avions un ordre officiel et son absence était considérée comme une tentative d'entraver la vérification. La commission a soigneusement examiné tout l'appartement, essayant de trouver l'entrée de la supposée 3e pièce ou de la salle. Technique. Ils ont frappé sur les murs et mesuré les distances. Dans la chambre à coucher, nous avons découvert quelque chose d'étrange, raconte Hoffman. L'armoire coulissante intégrée était suspicieusement profonde. Les dimensions ne correspondaient pas au plan. Nous avons décidé de vérifier sa paroi arrière. Lorsque l'ingénieur et l'un des policiers ont poussé les vêtements et frappé sur la paroi arrière de l'armoire, le son s'est avéré creux. En examinant de plus près, ils ont découvert qu'une partie du mur était une porte camouflée avec des charnières bien cachées. Le policier a prudemment ouvert la porte. Derrière se trouvait un passage étroit qui menait à une pièce sombre. L'agent a allumé sa lampe de poche et est entré. Ce qu'ils ont vu dépassait les pires attentes. Une pièce d'environ 25 mètres carrés était aménagée comme une cellule. Un lit fixé au sol, une table, des toilettes dans le coin. Les murs étaient isolés acoustiquement avec un matériau spécial. Une petite fenêtre grillagée donnait sur un conduit de ventilation et fournissait un accès minimal à l'air. Dans la pièce, il y avait des signes évidents de la présence d'une personne, dit le policier Fabian Schneider. Un lit froissé, des restes de nourriture sur une assiette. Sur le mur, nous avons découvert un nom gravé. Anna. La commission a immédiatement appelé un groupe d'enquête. L'appartement de Schubert a été déclaré scène de crime. Une opération à grande échelle a commencé pour rechercher Anna Hoff disparue et Gerhard Schubert en fuite. Le détective Mayer, arrivé sur les lieux 1 heure plus tard, a organisé une enquête approfondie de la pièce secrète. Il y avait des signes d'un séjour prolongé d'une personne, rapporte-t-il. À côté du lit, une pile de livres, certaines pages contenaient des notes écrites de la main d'une femme. D'après les dates, Anna était dans cette pièce depuis au moins 10 mois. Dans de brèves notes, qui ressemblaient davantage à un journal intime, la jeune femme décrivait son cauchemar. Schubert l'avait enlevée alors qu'elle cherchait un appartement à louer. Il l'avait attirée en lui montrant prétendument des appartements vacants, puis l'avait retenue de force, la soumettant régulièrement à des abus. Le pire était que dans le journal, d'autres femmes étaient également mentionnées, poursuit Mayer. Anna écrivait qu'avant elle, il y avait Lisa, qui l'avait emmenée quelque part. Cela nous a fait soupçonner que Schubert agissait selon le même schéma depuis longtemps. Lors d'une fouille plus approfondie de l'appartement, les enquêteurs ont découvert une cachette sous le sol du débarras. Des objets personnels d'au moins 3 femmes y étaient conservés. Sacs à main, bijoux, photos. Parmi eux se trouvaient des documents au nom d'Elisabeth Lisa Kraft, disparue en 2017. Nous avons également trouvé un disque dur externe avec des photos et des vidéos, dit Mayer sans entrer dans les détails. Le contenu a confirmé nos pires craintes.
Schubert documentait ses actes sur de nombreuses années. La police a lancé une recherche nationale pour Gerhard Schubert. Ces photos ont été envoyées à tous les commissariats de police en Allemagne et dans les pays voisins. La description de sa voiture a été transmise à la police de la circulation. Nous étions conscients qu'il pourrait avoir d'autres cachettes, explique Mayer. Une personne qui avait planifié ces actes si soigneusement pendant de nombreuses années avait certainement prévu un plan alternatif en cas de découverte. Pendant que la police recherchait Schubert, Erika et d'autres voisins essayaient de traiter ce qui s'était passé. « Le plus terrible est que nous avons vécu à côté de ce cauchemar, dit-elle. J'entendais ces cris, mais je ne pouvais rien faire. Le système n'a pas fonctionné, ni quand j'ai appelé la police, ni quand Claudia a déposé une plainte pour suspicion. Claudia Mayer, dont la persévérance a finalement conduit à la découverte du crime, était plus catégorique. Personne ne voulait voir l'évidence, ni la société de gestion qui aurait dû savoir où avait disparu la salle technique, ni la police qui ignorait les disparitions. Juste sous nos fenêtres, des choses terribles se passaient et nous agissions comme si tout était normal. Fin février 2020, l'enquête a reçu une réponse à la demande des archives de l'ancienne RDA. Il s'est avéré que Gerhard Schubert avait purgé une peine à la prison de Dresde de 1982 à 1985 pour agression sur une jeune femme. Après sa libération, il avait profité d'un programme de réinstallation en Allemagne de l'Ouest, changé ses documents et commencé une nouvelle vie à Munich. Il avait un profil parfait, commente la psychologue criminelle Helga Wagner, un homme discret et solitaire, un travail qui donne accès à de nombreuses pièces, une formation technique qui lui a permis de créer une chambre insonorisée. Il chassait méthodiquement des femmes en position vulnérable, celles qui cherchèrent des appartements bon marché, récemment arrivées en ville. Début mars 2020, la police avait établi un lien entre Schubert et la disparition d'au moins 5 femmes au cours des 15 dernières années. Son schéma était simple et efficace. Il utilisait sa connaissance du marché immobilier pour identifier les femmes qui cherchaient un logement, offrait de montrer un appartement, puis les enlevait. Nous supposons qu'il gardait chaque victime de plusieurs mois à 1 an, puis s'en débarrassait pour faire place à la suivante, suppose Mayer sombrement. Le nombre exact de victimes et leur sort restent inconnus. Gerhard Schubert lui-même a disparu sans laisser de traces. Sa voiture a été retrouvée abandonnée sur un parking à Salzbourg, en Autriche, à 200 km de Munich. Les caméras de surveillance ont montré comment il quittait la voiture et montait dans un bus en direction de la Slovénie. Après cela, la piste s'est perdue. Tandis que la police allemande et Interpol continuaient à chercher Schubert, les résidents de l'immeuble au 47 rue des Tilleuls essayaient de revenir à une vie normale. L'appartement Neirila 17 est resté scellé, monument muet à la cruauté humaine et à l'indifférence sociale. Je pense souvent à ces bruits derrière le mur, dit Erika Zimmermann. Quelqu'un essayait de nous atteindre, appelait à l'aide. Et nous augmentions simplement le volume de nos téléviseurs pour ne pas entendre. La chambre secrète de Gerhard Schubert est restée vide. Mais les fantômes de ses actes ont continué à hanter ceux qui vivaient à proximité et n'avaient pas remarqué ou n'avaient pas voulu remarquer la tragédie derrière le mince mur d'un appartement urbain ordinaire. La découverte de la chambre secrète dans l'appartement de Gerhard Schubert a transformé l'immeuble résidentiel ordinaire de la rue des Tilleuls en épicentre de l'une des enquêtes criminelles les plus sensationnelles de Munich. Voitures de police, techniciens criminels en combinaison blanche et reporters avec des caméras ont rempli la cour tranquille de l'immeuble de 5 étages. Des voisins qui ne s'étaient guère remarqués auparavant se réunissaient maintenant en groupe et discutaient des nouvelles choquantes. La zone a été bouclée pendant 1 semaine, se souvient Erika Zimmermann. Nos appartements sont devenus partie du crime. Les enquêteurs ont interrogé tous ceux qui avaient déjà parlé avec Schubert. Ils cherchaient tout indice sur son éventuel lieu de séjour. Le détective Jürgen Mayer dirigeait un groupe spécial pour capturer le fugitif. Ils ont d'abord vérifié toutes les relations familiales possibles du délinquant. Il s'est avéré que Schubert n'avait pas de proches parents, pas de frères, pas de sœurs, pas d'enfants. Ses parents étaient déjà décédés dans les années 1990,
Cet isolement l'avait aidé à préserver ses secrets pendant des décennies. Nous avons examiné toutes ses transactions financières, raconte Mayer. Il vivait frugalement, avait économisé une petite somme sur son compte de retraite. Mais 5 jours avant sa fuite, il a retiré presque tout l'argent, environ 35 000 €. C'est suffisant pour se cacher pendant plusieurs mois, si on vit modestement. Les lieux où Schubert aurait pu cacher ses victimes présentaient le plus grand intérêt pour l'enquête. Un indice est apparu lors de l'examen des propriétés du retraité. Il s'est avéré qu'en 2005, il avait acquis une petite parcelle dans la forêt bavaroise, à 180 km de Munich. Selon les documents, il y avait une cabane de chasse. Le 4 mars 2020, l'équipe d'enquête s'est rendue sur ce lieu. Un chemin forestier sinueux les a conduits à un bâtiment en bois caché entre les arbres. La cabane semblait abandonnée. Poussière sur les fenêtres, feuilles tombées sur la véranda. Rien n'indiquait la présence récente d'une personne. Il n'est évidemment pas venu ici après sa fuite, remarque Mayer. Mais nous avons quand même fouillé minutieusement le terrain. À l'intérieur, la cabane était meublée spartiatement. Meubles minimaux, réchaud de camping, quelques conserves dans l'armoire, un refuge de week-end masculin typique. Des chiens dressés pour trouver des restes humains ont examiné toute la propriété. Leur réaction a conduit les policiers à une remise derrière la cabane. Lorsqu'ils ont brisé le plancher en bois, ils ont découvert dessous un endroit où quelqu'un avait été. Là se trouvaient les restes d'une femme, dit Mayer. Selon l'évaluation préliminaire du médecin légiste, la personne avait été là il y a environ 3 ans. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'Elisabeth Kraft, disparue en 2017. La poursuite de la recherche sur un terrain montagneux près de Salzbourg, où Schubert passait parfois des week-ends, a conduit à la découverte de 2 autres endroits semblables. Au total, les restes de 3 femmes ont été trouvés sous le sol de la remise. Toutes étaient dans une situation compromettante, ce qui indiquait la nature violente de ce qui s'était passé. Cela a complètement confirmé notre théorie, poursuit le détective. Schubert a agi selon le même scénario pendant de nombreuses années. Il utilisait l'appartement en ville comme prison, puis emmenait les victimes dans la forêt, où il s'en débarrassait. L'examen médico-légal a confirmé que l'un des restes appartenait à Elisabeth Kraft. Les 2 autres ont été identifiés comme étant Sabine Hofer, disparue en 2015, et Julia Wagner, disparue en 2012. Anna Hoff n'était pas parmi les personnes retrouvées. Cette découverte a soulevé de nouvelles questions. Si Schubert suivait son « rituel », pourquoi ne s'était-il pas débarrassé d'Anna avant d'être découvert ? Pourrait-il la retenir dans un autre endroit ? Et le plus important, était-elle encore en vie ? Nous avons envisagé 2 possibilités, explique Mayer. Soit il avait emmené Anna ailleurs avant sa fuite, soit elle était toujours avec lui. Les 2 scénarios nécessitaient une action urgente. Le 10 mars 2020, l'enquête a reçu le premier indice concret sur le lieu de séjour de Schubert. Une caméra de surveillance dans une station-service à Maribor, en Slovénie, a enregistré un homme ressemblant au fugitif. Il a payé le carburant en espèces, portait une casquette et des lunettes de soleil, mais l'algorithme de reconnaissance faciale a établi une correspondance avec une probabilité de 87%. C'était la première confirmation qu'il se déplaçait vers le sud-est, dit Mayer. Nous avons immédiatement contacté la police slovène, mais jusqu'à ce que l'information soit reçue, 2 jours s'étaient déjà écoulés. La piste s'est à nouveau perdue. Pendant ce temps, dans la maison de la rue des Tilleuls, l'examen minutieux de l'appartement du délinquant se poursuivait. Les techniciens criminels examinaient littéralement millimètre par millimètre la chambre secrète, cherchant des indices sur le sort d'Anna Hoff. Nous avons trouvé une entrée étrange dans son journal, raconte le criminaliste Thomas Kraus. La dernière page contenait la phrase « Il dit qu'il m'emmènera bientôt à la ferme. Il y a plus de lumière et plus d'espace là-bas. » C'était la seule entrée qui contenait des informations sur un autre lieu. La police a vérifié toutes les propriétés agricoles dans un rayon de 100 km autour de Munich, mais aucune n'était liée à Schubert
Il n'avait ni parents avec des fermes, ni amis dans les zones rurales. L'entrée semblait dénuée de sens. Le 12 mars 2020, il y a eu un tournant inattendu. La police a été contactée par Monika Haas, une femme de 68 ans résidant dans le petit village de Grossberg, à 60 km de Munich. Elle a affirmé avoir reconnu Schubert sur les photos dans les informations. « C'est Gerhard, j'en suis sûr », a dit la femme. Sauf que nous le connaissions sous le nom de Gustav Müller. Il venait tous les quelques mois pour aider aux tâches ménagères. Il disait qu'il était un retraité qui aimait la vie à la campagne. Monika a raconté que Gustav avait offert ses services de sa propre initiative il y a environ 5 ans. Il réparait la plomberie, faisait de petites réparations, restait parfois quelques jours. Les Haas possédaient une petite ferme avec des vaches et des poules. Après la mort de son mari en 2018, Monika appréciait particulièrement l'aide du gentil voisin de la ville. Elle n'a jamais demandé de documents, commente Mayer. Il aidait, elle payait en espèces, relations informelles typiques, courantes dans les zones rurales. Dans la ferme des Haas, ils ont découvert une petite chambre dans une aile séparée, où Gustav passait parfois la nuit. Il n'y avait rien de suspect, un lit simple, une table de chevet, quelques revues techniques. Mais les chiens ont montré de l'intérêt pour une vieille grange, située à 100 mètres des bâtiments principaux. La grange était remplie d'équipements agricoles, raconte Mayer. Madame Haas a dit qu'elle n'y était pas entrée depuis des années. Après la mort de son mari, elle avait réduit l'exploitation et le besoin d'espace supplémentaire avait disparu. Lorsque les policiers ont ouvert le cadenas rouillé et sont entrés, ils n'ont d'abord rien remarqué d'inhabituel. Vieux râteaux, pelles, sacs d'engrais, un tracteur qui ne fonctionnait pas depuis 10 ans. Cependant, en examinant de plus près, ils ont découvert une trappe dans le sol, habilement camouflée en planche normale. La trappe menait à un sous-sol de 3 par 4 mètres. Il était équipé de manière similaire à la chambre de l'appartement en ville. Lit, table, commodité élémentaire. Contrairement à la cellule urbaine, il y avait ici des signes de présence récente d'une personne. Aliments frais, y compris du pain et du lait, qui n'avaient pas plus de 2 jours. C'était une preuve claire que Schubert avait utilisé cet endroit après sa fuite, dit Mayer, et que très probablement Anna Hoff était avec lui. Sur le mur, nous avons découvert une inscription griffée avec l'ongle. « Je suis ici, aidez-moi ». Les experts ont confirmé que l'écriture correspondait au journal d'Anna. Monika Haas était choquée. Elle a juré qu'elle ne savait rien de l'existence du sous-sol et n'avait jamais entendu de bruits étranges. La grange est loin de la maison, explique Mayer. Dans les zones rurales, de tels bâtiments sont souvent à l'écart. De plus, le sous-sol était bien insonorisé. La police a surveillé la ferme en espérant que Schubert reviendrait. Mais les jours passaient et il n'apparaissait pas. Il est devenu clair qu'il avait soit eu connaissance de la découverte de sa cachette, soit prévu dès le départ un séjour temporaire. Le 20 mars 2020, il y a eu de nouvelles informations d'Interpol. Schubert a été identifié sur une liaison ferry entre Split, Croatie, et Ancône, Italie. Il voyageait sous le nom de Franz Weber avec des documents falsifiés. Important, les registres ont montré qu'il avait acheté un billet pour une personne. Cela nous a mis dans une impasse, admet Mayer. Si Anna était avec lui à Grossberg, où est-elle maintenant? L'a-t-il laissée dans le sous-sol? S'est-il débarrassé d'elle en chemin? Ou l'a-t-il remise à quelqu'un d'autre? Une enquête approfondie de la ferme et des zones environnantes n'a produit aucun résultat, aucun signe d'endroit d'inhumation ou de traces de lutte. Il semblait qu'Anna avait simplement disparu. Le 25 mars, il y a eu un nouveau tournant dans l'enquête. Un camionneur nommé Karl Bauer a signalé qu'il y a une semaine, il avait pris en stop un homme ressemblant à Schubert, de Grossberg à Rosenheim. L'homme voyageait avec une jeune femme qui paraissait malade ou droguée. Elle ne parlait pratiquement pas, a raconté le conducteur.
Il a expliqué que sa fille souffrait d'un trouble mental et qu'il l'emmenait dans une clinique spécialisée. Je n'y ai pas accordé d'importance à ce moment-là. Bauer a déposé le couple à la gare routière de Rosenheim. La vérification des caméras de surveillance a confirmé son histoire. À 16h32 le 16 mars, un homme ressemblant à Schubert et une jeune femme, vraisemblablement Anna Hoff, sont montés dans un bus en direction de Salzbourg. Nous avons envoyé des notifications à tous les hôpitaux et établissements médicaux de la région, dit Meyer. Il était évident qu'il présentait Anna comme mentalement malade pour expliquer son comportement étrange. Un mouvement intelligent. Les gens ont tendance à ne pas s'immiscer dans des situations impliquant des malades mentaux. Cependant, la vérification des établissements médicaux n'a donné aucun résultat. Personne ne s'était présenté avec une histoire similaire. L'enquête était de nouveau dans une impasse. Début avril 2020, l'affaire a pris un tournant inattendu. Sur la ligne téléphonique anonyme de la police de Munich, un appel a été reçu. Une voix masculine, altérée par un dispositif électronique, a dit « Vous cherchez au mauvais endroit. Anna est à Laufen, sous-sol de l'église Saint-Martin. » La police s'est immédiatement rendue à l'endroit indiqué. Lauf est une petite ville à la frontière avec l'Autriche. L'église Saint-Martin est un ancien bâtiment du XIIIe siècle au centre-ville. En dessous se trouvaient de vastes sous-sols, utilisés autrefois comme crypte et ces dernières années comme entrepôt pour objets ecclésiastiques. Nous avons impliqué la police locale et les autorités ecclésiastiques, raconte Meyer. Nous avons inspecté tous les sous-sols. Nous n'avons trouvé aucune trace d'Anna ni rien de suspect. Il semblait que l'appel était un faux signal, une tentative de détourner l'enquête. Mais 2 jours plus tard, quelque chose s'est produit qui a remis en question cette version. La femme de ménage de l'église, Helga Mittermeier, en vérifiant les salles arrière du sous-sol, a découvert un étrange symbole peint sur l'un des murs. C'était la lettre A, entourée d'un cercle. À côté, une inscription à peine visible, « Cherchez dans les archives ». Personne du personnel de l'église ne connaissait l'origine de cette inscription. Les spécialistes techniques ont déterminé qu'elle était très récente, pas plus d'1 semaine. Archives pouvait signifier n'importe quoi, des registres ecclésiastiques aux documents municipaux. Mais le plus logique semblait que cela se référait aux archives de l'église elle-même, conservées dans une salle séparée au sous-sol. La salle des archives contenait des centaines de documents, datant du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Livres d'église, rapports financiers, plans de construction. Les policiers ont méthodiquement fouillé les étagères sans savoir exactement ce qu'ils cherchaient. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, se souvient Meyer, jusqu'à ce que l'un des agents remarque un dossier moderne qui se démarquait clairement des anciens folios. Le dossier contenait des photocopies de plans de construction des sous-sols de l'église. Sur l'une des feuilles était marquée au crayon rouge une petite crypte dans le coin arrière du sous-sol. Selon le plan, cette crypte avait été murée dans les années 1950 en raison de son état délabré. Lorsque les policiers ont examiné l'endroit indiqué, ils ont découvert que la maçonnerie qui fermait l'entrée de la crypte avait été récemment perturbée. Quelqu'un avait soigneusement retiré plusieurs briques et créé une ouverture suffisamment grande pour qu'une personne puisse passer. Nous avons prudemment élargi le passage, raconte Meyer. Derrière le mur, nous avons découvert une petite pièce d'environ 2 par 3 mètres. Et elle était là, Anna Hoff, vivante. La jeune femme se trouvait dans un état grave, affaibli, déshydraté, avec plusieurs ecchymoses. Mais elle était vivante. À côté d'elle se trouvaient des bouteilles d'eau vides et des emballages de barres chocolatées. Schubert lui avait évidemment laissé des provisions minimales, suffisantes pour quelques jours. Elle était trop faible pour parler, poursuit le détective. Mais dans son sac à dos, nous avons trouvé une note. Il a dit qu'il reviendrait dans 1 semaine si je me comportais bien. Mais je ne le crois plus. S'il vous plaît, trouvez-moi. Anna a été immédiatement transportée à l'hôpital. Après stabilisation de son état, elle a pu faire ses premières déclarations. Selon ses paroles, Schubert, après avoir appris l'enquête policière,
l'avait emmené de la ferme à Laufen. Il connaissait cette ancienne crypte par des livres historiques pour lesquels il s'intéressait. Il m'a dit que c'était une cachette temporaire, cite Mayer la déclaration d'Anna, qu'il était maintenant trop dangereux de voyager ensemble. Il a promis de préparer un nouveau lieu et de revenir me chercher. Il a dit que nous irions dans un autre pays où nous commencerions une nouvelle vie. Le sauvetage d'Anna Hoff a été une victoire pour l'enquête, mais le principal coupable était toujours en liberté. Plus encore, il était maintenant clair que Schubert était beaucoup plus ingénieux et disposait de plus de ressources qu'on ne le supposait initialement. En analysant les actions du délinquant, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion inquiétante que tous ces mouvements suivaient un plan clair. Il connaissait des cachettes alternatives, avait des documents falsifiés, savait comment éviter les caméras de surveillance. Il avait peut-être préparé des voies d'évasion pendant des années. L'appel anonyme m'inquiétait, admet Mayer. Au début, nous pensions que c'était un complice de Schubert, nous dirigeant délibérément sur une fausse piste. Mais et si c'était Schubert lui-même? Et si le sauvetage d'Anna faisait partie de son plan? La vérification de l'enregistrement de l'appel n'a donné aucun résultat. La voix était trop déformée pour l'identifier. Mais les experts ont remarqué que l'appelant utilisait des expressions spécifiques caractéristiques du dialecte de l'Allemagne de l'Est. Schubert est né et a grandi à Dresde. C'était un jeu, suppose la psychologue Wagner. Il voulait qu'on trouve la fille, parce qu'il savait, pendant que nous sommes occupés à sauver Anna, il a le temps de s'installer dans un nouveau lieu. De plus, il laisse une trace et démontre son intelligence. C'est typique des psychopathes de son type, le désir de prouver qu'ils sont plus intelligents que le système. Fin avril 2020, l'enquête englobait déjà 5 pays. Interpol suivait tous les mouvements possibles de Schubert. Son dernier lieu de séjour confirmé, le ferry vers Ancône. Après cela, il a littéralement disparu. La police italienne a vérifié tous les hôtels, auberges et appartements en location dans la région d'Ancône. Aucune correspondance, ni par nom, ni par photo. La vérification des caméras à la gare ferroviaire et routière n'a également donné aucun résultat. Il aurait pu utiliser des moyens de transport privés, suppose Mayer. Peut-être avait-il des complices en Italie. Ou un autre jeu de faux documents dont nous ne savons rien. Début mai, un incident étrange s'est produit. La police de Milan a arrêté un homme qui ressemblait physiquement à Schubert pour un petit vol dans un supermarché. Lors de la vérification des documents, il s'est avéré être un citoyen autrichien nommé Wilhelm Kramer, âgé de 65 ans. Ses empreintes digitales ne correspondaient pas à celles du fugitif. Mayer, qui a reçu une photo du détenu, a remarqué des détails suspects. La ligne des cheveux, la forme des oreilles, la distance entre les yeux, tout pointait vers Schubert, dit-il. Mais les documents étaient impeccables. Les empreintes digitales ne correspondaient pas. Cela semblait impossible. Les collègues italiens ont libéré Kramer avant que les détectives allemands ne puissent prendre l'avion pour une vérification personnelle. Il a payé une amende et a disparu. Une nouvelle vérification de ces documents a révélé que Wilhelm Kramer avait réellement existé, mais était décédé en 2018. Quelqu'un utilisait son identité. Nous sommes presque sûrs que c'était Schubert, dit Mayer. Mais comment a-t-il changé ses empreintes digitales? Cela dépasse les capacités d'une personne normale. La réponse est venue de manière inattendue. Anna Hoff, se remettant à l'hôpital, s'est souvenue d'un détail étrange. Schubert s'occupait souvent de manipulations sur ses mains. Il appliquait une substance spéciale sur ses bouts de doigts et les scellait ensuite avec un film transparent. Il disait que le travail de concierge avait ruiné ses doigts, cite Mayer les paroles d'Anna. Mais une fois, j'ai entendu sa conversation téléphonique. Il discutait avec quelqu'un d'application et de leur durabilité. Des experts en criminalistique ont soupçonné que Schubert utilisait des applications en silicone sur les doigts, des films minces, pratiquement invisibles avec des empreintes digitales étrangères. De telles technologies existent,
bien qu'elle soit principalement disponible pour les services de renseignement. Cela expliquait sa confiance lors des vérifications de documents, dit Mayer. Il savait que ces empreintes digitales ne correspondraient pas à la base de données, mais cela signifiait aussi qu'il avait des connexions sérieuses. Un agresseur domestique ordinaire n'a pas accès à de telles technologies. Pendant ce temps, la police continuait d'enquêter sur le passé du délinquant. La vérification de ses transactions bancaires des 20 dernières années a révélé un schéma étrange. Tous les 3 mois, il transférait un montant fixe de 500 € sur un compte dans une banque suisse. Le destinataire était la fondation Nouveaux Horizons. Nous avons demandé des informations à nos collègues suisses, raconte Mayer. Il s'est avéré que la fondation soutenait officiellement les réfugiés d'Europe de l'Est. Mais certaines de ces opérations ont soulevé des questions auprès des autorités de régulation financière. La police suisse a commencé sa propre enquête sur les activités de la fondation. Fin mai, ils ont perquisitionné le bureau de l'organisation à Zurich. Entre autres, des documents ont été trouvés attestant la fourniture d'un nouveau logement et d'une identité pour un certain GS dans le sud de l'Italie. Les initiales correspondaient au vrai nom de Schubert. C'était un indice, dit Mayer. Mais dans les documents, aucun lieu concret n'était spécifié. Seulement la direction générale, la Calabre, une région du sud de l'Italie. La Calabre est une grande zone avec des centaines de petites villes et villages. Y trouver une personne qui aurait peut-être changé son apparence semblait pratiquement impossible. Mais l'enquête a reçu une aide inattendue. Début juin, une lettre sans expéditeur est arrivée à la police de Munich. À l'intérieur se trouvait une carte postale usée avec une vue d'une petite ville côtière. Au verso était écrit « Il est ici, Tropea, vignoble ». Pas de signature. Tropea est une pittoresque ville sur la côte de la mer Tyrrhénienne, une destination touristique populaire. Autour d'elle s'étendaient de vastes vignobles appartenant à diverses entreprises privées. Nous avons immédiatement contacté les collègues italiens, dit Mayer. Ils ont commencé une vérification discrète de tous les travailleurs des vignobles dans un rayon de 20 km autour de Tropea. C'était un travail fastidieux. Beaucoup d'entreprises embauchent des travailleurs saisonniers sans enregistrement officiel, souvent des étrangers. La vérification a duré plusieurs semaines. La police italienne a interrogé les propriétaires de vignobles et leur a montré des photos de Schubert, mais sans succès. Personne n'a reconnu l'homme sur l'image. Mi-juin, il y a eu un nouveau tournant. Une locale, Maria Rossi, s'est présentée à la police de Tropea. Elle a signalé que son voisin, un Allemand récemment arrivé nommé Walter, se comportait étrangement. Il évitait les voisins, n'invitait jamais personne chez lui. Et particulièrement suspect, dans sa cour arrière fonctionnait constamment un générateur, bien qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation électrique dans la ville. Les policiers italiens ont surveillé la maison, raconte Mayer. C'était une petite villa en périphérie, partiellement cachée par des oliviers. Walter menait effectivement une vie recluse. Il ne sortait que pour faire des courses, toujours avec une casquette et des lunettes de soleil, même par temps nuageux. Après une semaine d'observation, la police a obtenu un mandat de perquisition pour une inspection discrète de la maison, en anticipant l'absence du propriétaire. Lorsque Walter est allé en ville pour faire des courses, 2 officiers sont entrés dans la villa. Ce qu'ils ont découvert ne laissait aucun doute, dit Mayer. Dans le sous-sol de la maison, il y avait une pièce en construction, avec porte renforcée, isolation phonique, sans fenêtre. Elle n'était pas terminée, mais évidemment destinée à héberger des prisonniers. À côté, dans une boîte, il y avait des perruques féminines de différentes couleurs et formes. La police s'est préparée à une arrestation, mais une confirmation finale de l'identité était nécessaire. Les empreintes digitales dans la maison avaient été soigneusement éliminées. Toutes les surfaces étaient régulièrement essuyées. Même dans les ordures, il n'y avait pas de traces. La preuve décisive a été un livre usé trouvé dans la chambre à coucher, un manuel d'ingénierie en allemand. Sur la page de garde se trouvait une inscription à peine perceptible, à Gerhard, de la part des collègues, 1998.
C'était le premier lien concret entre Walter et le suspect recherché. La police italienne a décidé d'agir. Le 25 juin 2020, lorsque Walter rentrait chez lui, une unité spéciale a encerclé la villa. Par haut-parleur, on lui a proposé de se rendre. Au lieu de cela, des coups de feu sont sortis de la maison. Un siège a commencé qui a duré près de 5 heures. Walter a refusé de négocier et tirait occasionnellement en direction des policiers. À la tombée de la nuit, le commando spécial a décidé de donner l'assaut. En tentant d'entrer, Walter a ouvert le feu et blessé l'un des officiers. Par tir de riposte, il a été gravement blessé. Les ambulanciers arrivés sur les lieux ont constaté un état critique, blessure par balle à la poitrine et au cou. Le blessé a été transporté à l'hôpital de Tropea, raconte Meyer. Bien qu'il fût inconscient, la police a pris des empreintes digitales et les a envoyées à la base de données internationale. Les résultats devaient arriver dans l'heure. Mais la résolution était venue plus tôt. Le médecin qui examinait le patient a remarqué quelque chose d'étrange. Sur le cou du blessé, il y avait une fine suture qui courait le long de la ligne des cheveux. Cela ressemblait à la trace d'une récente chirurgie plastique. Un examen plus détaillé a également révélé d'autres traces d'intervention chirurgicale, sur les mains, les oreilles, même sur les bouts des doigts. Walter avait changé son apparence aussi radicalement que possible sans attirer l'attention. Quand les résultats de la vérification des empreintes digitales sont arrivés, nous avons obtenu la confirmation, dit Meyer. C'était effectivement Gerhard Schubert, malgré tous les changements d'apparence. Le criminel a été arrêté directement dans la chambre d'hôpital, sous surveillance 24 heures sur 24. Son état restait critique. Les médecins estimaient ses chances de survie comme minimes. Pendant ce temps, la perquisition de la villa s'est poursuivie. Dans une cachette sous les lames du plancher, ils ont trouvé des documents à différents noms, une grosse somme d'argent liquide, des cartes de plusieurs villes européennes avec des marquages. Parmi les papiers, ils ont également trouvé une photocopie d'un article de journal sur le sauvetage d'Anna Hoff, avec des sections soulignées en rouge. Il suivait l'enquête, commente Meyer. Peut-être était-il même fier de nous avoir fait chercher si longtemps. Pour de telles personnes, c'est une sorte de jeu, une confirmation de leur propre supériorité. Mais la découverte la plus inquiétante attendait les enquêteurs sur l'ordinateur de Schubert. Dans un dossier crypté étaient conservés des dossiers sur plusieurs jeunes femmes qui vivaient à Tropea et dans ses environs. Photos prises avec caméra cachée, adresses, routine quotidienne. Il avait déjà sélectionné les prochaines victimes. « Nous sommes arrivés littéralement quelques semaines trop tard », dit Meyer. La chambre dans le sous-sol était presque terminée. Bientôt, il aurait recommencé à chasser. Le 28 juin 2020, 3 jours après l'arrestation, les médecins ont signalé une amélioration de l'état de Schubert. Il a repris conscience et a pu parler. Les enquêteurs espéraient enfin obtenir des réponses à de nombreuses questions. Mais le destin en a décidé autrement. Au matin du 29 juin, l'infirmière de service a trouvé Schubert sans vie dans sa chambre. Le constat préliminaire indiquait un arrêt cardiaque, mais l'enquête a révélé des traces d'une substance inconnue dans son sang. Nous soupçonnons qu'il a obtenu d'une manière ou d'une autre accès à du poison, dit Meyer. Soit il avait une capsule cachée dans le corps, soit quelqu'un lui a passé la substance. L'enquête sur cet aspect se poursuit. La mort de Schubert a laissé de nombreuses questions sans réponse. Qui l'a aidé toutes ces années ? Qui a fourni la technologie pour changer les empreintes digitales ? Était-il lié à des organisations criminelles ? Et le plus important, combien de femmes au total, au cours des décennies, ont été ses victimes ? Nous poursuivons notre travail, explique Meyer. La mort du coupable ne signifie pas la clôture de l'affaire. Nous devons trouver toutes ces victimes pour que leurs familles obtiennent au moins une certaine conclusion à cette tragédie. Tandis que les enquêteurs examinent le matériel de la villa à Tropea, Anna Hoff revient progressivement à une vie normale. Les blessures physiques guérissent plus vite que les blessures psychologiques. Mais avec le soutien de spécialistes et de sa famille, elle fait des progrès. Je me réveille encore la nuit à cause de cauchemars,
a-t-elle partagé dans une interview. Mais maintenant, je sais qu'il ne reviendra jamais me chercher. Cela m'aide à aller de l'avant. La maison, au 47 rue des Tilleuls, revient progressivement à une vie normale. L'appartement de Schubert reste scellé jusqu'à la fin de l'enquête. De nombreux voisins n'arrivent toujours pas à croire qu'ils vivaient à côté d'un monstre et n'ont remarqué aucun signe évident. Le pire, c'est, dit Erika Zimmermann, qu'il pourrait y avoir des dizaines de Schubert comme lui. Ils vivent parmi nous, saluent dans la cage d'escalier, discutent de la météo. Et derrière leurs portes se cache l'enfer, et nous ne voulons simplement pas le voir. La mort de Gerhard Schubert à l'hôpital de Tropea a amené l'enquête dans sa phase finale. Maintenant que le principal coupable ne représentait plus une menace, les enquêteurs se sont concentrés sur la reconstruction d'une image complète de ces crimes et la recherche de toutes ces victimes. Nous devions répondre à la question principale. Combien de femmes ont souffert sous ses mains durant toutes ces années, dit le détective Jürgen Mayer. Pour les familles des disparus, c'était la dernière chance de connaître la vérité. Au cours de l'enquête, un simple carnet a été trouvé dans la villa de Schubert à Tropea, caché sous une lame de plancher dans la chambre à coucher. Le coupable y tenait des registres de ses victimes, noms, dates, parfois de brefs commentaires. Au total, il y avait 8 femmes sur la liste, y compris Anna Hoff. Le carnet couvrait la période de 2010 à 2020, explique Mayer. Nous soupçonnons que des registres antérieurs pourraient exister ailleurs ou avoir été détruits. La vérification des cas non résolus de disparition dans la région de Munich a révélé des correspondances avec 5 noms de la liste. La comparaison des dates a également confirmé le lien. Les femmes ont disparu exactement au jour que Schubert notait dans ses registres. Restait la question des lieux où les victimes avaient été enterrées. Dans le carnet, il y avait des notes énigmatiques, F, W, B, à côté de certains noms. Les enquêteurs ont soupçonné qu'il s'agissait de lieux où Schubert se débarrassait des restes. Nous avons déchiffré ces notes assez rapidement, raconte Mayer. F signifiait champ, dva, forêt, B, montagne. Il marquait simplement le type de terrain où il avait caché les restes. En août 2020, des groupes de recherche avec des chiens ont commencé à examiner les environs de la cabane de chasse de Schubert dans la forêt bavaroise. Dans un rayon de 2 km autour du bâtiment, les restes de 3 femmes ont été trouvés. Elisabeth Kraft, Sabine Hofer et Julia Wagner. Il ne s'est pas donné beaucoup de mal pour cacher les restes, dit le médecin légiste Thomas Kraus. Android superficials, effort minimal, typique des coupables de ce type. Une fois que la victime cesse d'être d'intérêt pour eux, ils veulent simplement s'en débarrasser le plus rapidement possible. La poursuite de la recherche sur un terrain montagneux près de Salzbourg, où Schubert passait parfois des week-ends, a conduit à la découverte de 2 autres endroits similaires. Les restes appartenaient à Martha Weiss et Helga Schultz, disparus en 2008 et 2013. Le nombre total de victimes confirmées a atteint 7, résume Mayer. Compte tenu des preuves que nous avons, ce sont probablement la plupart, sinon toutes les femmes qui ont été victimes de Schubert. Bien qu'il ne puisse y avoir de certitude complète. D'un intérêt particulier étaient les motifs du coupable. Qu'est-ce qui a poussé un retraité extérieurement normal à enlever et maltraiter des femmes pendant tant d'années ? Lors de la perquisition de l'appartement rue des Tilleuls, nous avons découvert une cachette avec du matériel pornographique, dit Mayer, avec un contenu sadique, mettant l'accent sur la domination et le contrôle. Certains magazines dataient des années 1970. Cela indique que ces penchants déviants sont apparus déjà dans sa jeunesse. La psychologue Helga Wagner, qui a examiné les matériaux de l'affaire, a conclu que Schubert souffrait de psychopathie amplifiée par un trouble de la personnalité narcissique. Il ne jouissait pas seulement du contrôle physique sur les victimes, mais aussi du pouvoir émotionnel, explique-t-elle. Dans ces notes se trouvent des annotations sur les réactions des femmes à la captivité, comment leur comportement changeait avec le temps. C'était une forme d'expérience cruelle. Une enquête plus approfondie sur la biographie de Schubert a révélé plusieurs épisodes inquiétants.
En 1982, encore en Allemagne de l'Est, il a été arrêté pour avoir agressé une jeune femme. Cependant, l'affaire n'est pas allée au tribunal. La victime a soudainement retiré sa déclaration, puis a même quitté la ville. C'était le premier épisode de comportement inapproprié dont nous avons connaissance, dit Mayer. Après cela, il y a une lacune de plusieurs années dans la biographie de Schubert. Nous soupçonnons qu'il pourrait avoir purgé une peine, bien qu'il n'y ait pas de confirmation documentaire de cela. En 1985, Schubert s'est installé en Allemagne de l'Ouest, profitant d'un programme de réinstallation pour les Allemands de l'Est. À Munich, il a commencé une nouvelle vie, sans l'ombre du passé. Personne ne connaissait son passé. Il était le voisin, collègue, employé parfait, commente Mayer. Calme, serviable, ne causait jamais de problème. C'est un schéma typique pour de tels délinquants. Leur vie ordinaire est une façade soigneusement construite. L'histoire de l'emploi de Schubert comme concierge a attiré une attention particulière des enquêteurs. Il s'est avéré qu'il avait délibérément recherché exactement cette position, bien qu'avec sa formation technique, il aurait pu prétendre à un travail mieux rémunéré. La position de concierge lui donnait des opportunités uniques, explique Mayer. Accès à toutes les zones du bâtiment, possibilité d'entrer dans les appartements des résidents sous prétexte de réparation, information sur qui vit seul, qui est souvent absent. Pour un prédateur, ce sont des conditions idéales. Son schéma d'action était simple et efficace. Schubert choisissait des femmes qui avaient récemment emménagé dans la région, souvent celles qui cherchaient un appartement. En tant que concierge, il offrait de montrer des appartements vacants à un prix spécial. Ainsi, il attirait des personnes dans des lieux isolés. Dans son ordinateur, nous avons trouvé des annonces d'appartements falsifiés, dit Mayer. Il les plaçait sur des tableaux d'affichage locaux indiquant des prix tentant bas. Cela attirait précisément celles avec des contraintes financières, étudiantes, jeunes professionnels, femmes célibataires à faible revenu. Anna Hoff, la seule personne ayant survécu à cette expérience, a raconté comment elle est tombée dans le piège. « Je cherchais un appartement bon marché et je suis tombée sur une annonce », cite Mayer sa déclaration. « J'ai appelé le numéro indiqué. Un homme s'est présenté comme concierge. Il a dit que l'appartement serait officiellement annoncé dans une semaine, mais il pouvait me le montrer maintenant si j'étais intéressé. Cela semblait une chance opportune. » Lors de la rencontre, Schubert s'est comporté professionnellement et poliment. Il a montré à Anna plusieurs appartements dans l'immeuble, dont l'un était effectivement vacant et serait bientôt loué. Cela a calmé la vigilance de la jeune femme. Puis il a dit qu'il y avait un autre appartement avec une meilleure disposition, continue Mayer en résumant la déclaration. Il l'a emmenée dans son appartement, a offert du thé. Anna a bu et s'est bientôt sentie étourdie. Elle s'est réveillée déjà dans la chambre secrète. Une analyse approfondie des boissons et médicaments trouvés dans l'appartement de Schubert a révélé qu'il utilisait de puissants sédatifs pour immobiliser les personnes. Il obtenait les prescriptions pour ces préparations avec des documents falsifiés dans diverses cliniques de Munich. Cela ne nécessitait pas de connexion ou de connaissances spéciales, explique le pharmacien Klaus Hoffmann qui a conseillé l'enquête. Malheureusement, le système de délivrance d'ordonnances en Allemagne est toujours vulnérable à de telles manipulations. Surtout si la personne n'éveille pas les soupçons et visite différentes cliniques. L'histoire de la fuite de Schubert et de ses mouvements à travers l'Europe s'est progressivement éclaircie. Il s'est avéré qu'il s'était préparé longtemps à un tel scénario. Sur son ordinateur, on a trouvé un dossier nommé « Urgence » qui contenait des informations sur les routes, les lieux sûrs et les contacts. Il était méthodique en tout, dit Mayer. Il a probablement compris que tôt ou tard, il serait découvert et a préparé à l'avance un plan de retraite. Un mystère restait l'identité de Walter Krause, sous laquelle Schubert se cachait en Italie. La vérification des documents a montré qu'ils étaient tant de haute qualité, non pas des falsifications artisanales, mais des contrefaçons professionnelles. Nous soupçonnons qu'il les a acquis via des connexions criminelles, explique Mayer. Sur Internet, il existe des marchés clandestins où, avec des moyens suffisants, on peut acheter pratiquement n'importe quel document. Schubert avait apparemment économisé de l'argent pendant des années pour une telle situation.
La villa à Tropea a également été acquise via un schéma complexe. Formellement, elle appartenait à une société enregistrée à Chypre, qui louait la propriété à long terme à Walter Kroes. Cela rendait difficile de remonter au propriétaire réel. Il a utilisé des méthodes typiques de blanchiment d'argent et de dissimulation d'actifs, dit la spécialiste des délits financiers Andrea Rossi. Il ne faut pas être un génie pour organiser un tel schéma. Il suffit de trouver l'avocat approprié disposé à fermer les yeux sur certains détails, moyennant des honoraires supplémentaires. Le destin final de Schubert à l'hôpital de Tropea a d'abord été classé comme auto-infligé. L'analyse médicale a détecté des substances sédatives dans son sang. Un puissant somnifère qui, à forte dose, peut provoquer des complications respiratoires. Comment il a obtenu la préparation restait un mystère, dit Mayer. La version selon laquelle une capsule contenant la substance était cachée dans son corps semblait invraisemblable. Plus probable est que quelqu'un lui ait passé la substance. La révision des enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital a révélé que Schubert avait été visité un jour avant sa disparition par une infirmière qui ne travaillait pas dans ce service. Elle a passé environ 5 minutes dans la chambre, prétendument pour vérifier la perfusion. La police italienne l'a identifiée comme Maria Bianchi, une employée d'une autre aile de l'hôpital. Lors de l'interrogatoire, Maria a admis avoir remis des pilules aux patients à sa demande, raconte Mayer. Il lui a dit qu'il avait de fortes douleurs et que les analgésiques prescrits n'aidaient pas. Elle a eu pitié du vieil homme et lui a apporté un puissant somnifère de son département. Maria ne savait rien de la véritable identité du patient et de ses intentions finales. Elle a été accusée de négligence avec résultat grave, mais compte tenu des circonstances, le tribunal s'est limité à une peine avec sursis et au retrait de la licence médicale. Schubert a préféré cette issue au procès et à l'enfermement permanent, commente la psychologue Wagner. Pour une personne avec son type de personnalité, la perte de contrôle, l'exposition publique et la captivité auraient été insupportables. Sa décision, le dernier acte de contrôle sur son propre destin. En décembre 2020, l'enquête approchait de sa conclusion. Toutes les personnes concernées ont été identifiées et les cas ont été résolus de manière appropriée. Anna Hoff, après une longue réhabilitation, a commencé une nouvelle vie sous un autre nom dans un autre pays. Pour l'enquête, il restait une dernière question importante, dit Mayer. Schubert a-t-il agi seul pendant toutes ces années ? Un examen approfondi de tous ses contacts n'a révélé aucun complice. Schubert était un solitaire classique qui évitait les relations étroites. Ses actions étaient une affaire purement personnelle qu'il ne partageait avec personne. De telles personnes ne forment généralement pas d'équipe, explique Wagner. Leur motivation est trop égocentrique. Ils ne veulent pas partager leur pouvoir sur les autres avec quelqu'un d'autre. En janvier 2021, l'affaire a été officiellement close. L'appartement de Schubert au 47 rue des Tilleuls est resté scellé encore plusieurs mois, tandis qu'on décidait de son sort ultérieur. Finalement, la société de gestion a décidé une rénovation complète de l'espace pour éliminer toutes les traces du passé. L'immeuble lui-même est progressivement revenu à une vie normale. De nouveaux résidents ont emménagé dans des appartements vacants, sans soupçonner les situations terribles qui avaient eu lieu derrière les murs de l'appartement voisin. Les gens se rencontrèrent dans l'ascenseur, se saluaient d'un signe de tête et continuaient pressés vers leurs affaires. L'histoire de Gerhard Schubert est un rappel que le pire peut se cacher derrière la façade la plus ordinaire, conclut Mayer. Derrière les portes d'un appartement urbain typique, dans un quartier résidentiel tranquille, un homme que les voisins considéraient comme un retraité inoffensif a créé une véritable souffrance pour ceux qu'il retenait. En mars 2021, alors que l'attention publique pour l'affaire commençait à diminuer, un événement inattendu s'est produit. Un homme qui s'est présenté comme Thomas Fischer a contacté la police de Munich. Il a affirmé avoir connu Schubert il y a quelques années via un forum internet dédié à la domination et au contrôle. Il a affirmé que Schubert avait tenté de l'impliquer dans ses activités, raconte Mayer. Il montrait des photos de femmes qu'il appelait ses élèves.
Thomas pensait alors qu'il s'agissait de relations BDSM consenties et a rompu le contact quand il a senti que c'était trop extrême pour lui. La police a soigneusement vérifié les informations de Fisher. Son histoire a été confirmée par la correspondance conservée, dans laquelle Schubert, sous un pseudonyme, discutait effectivement de ses passe-temps et cherchait des personnes partageant les mêmes idées. Cela nous a amené à considérer l'existence possible d'autres personnes similaires, dit Mayer. Les forums où Schubert était actif pourraient m'en servir de lieu de recherche non seulement pour des cibles, mais aussi pour des adeptes. Avec le département de cybercriminalité, la police a commencé à surveiller les ressources mentionnées par Fisher. Les résultats étaient inquiétants. Dans des sections fermées des forums, des sujets allant bien au-delà du cadre des pratiques BDSM consensuelles légales étaient régulièrement discutés. Certains utilisateurs s'intéressaient ouvertement aux méthodes de détention et de contrôle de partenaires non consentants. Nous ne pouvons pas dire combien de ces conversations ne sont que des fantasmes et combien sont des plans pour des actions réelles, admet Mayer. Mais le fait reste que de telles communautés existent et elles peuvent servir de terrain fertile pour de nouveaux Schubert. Fin mars 2021, la rénovation tant attendue des sous-sols a commencé dans l'immeuble au 47 rue des Tilleuls. La société de gestion a décidé de moderniser les anciens systèmes d'eau et de chauffage et en même temps de vérifier toutes les zones techniques pour d'éventuelles reconstructions illégales. Nous voulons nous assurer qu'une telle situation ne se reproduise jamais, a expliqué le gestionnaire Dieter Kraus lors d'une réunion des résidents. Chaque pièce sera soigneusement vérifiée et mise en conformité avec les exigences modernes de sécurité. Les résidents ont accueilli cette initiative. Personne ne voulait vivre dans un immeuble à la réputation sombre. Personne ne voulait passer chaque jour devant l'appartement où s'était déroulée une situation troublante. Le 15 avril 2021, l'appartement Nezero 17, anciennement propriété de Schubert, après une reconstruction et rénovation complète, a été mis en vente. Les informations sur le passé de l'espace étaient obligatoirement indiquées dans les documents, conformément aux lois allemandes. Cela réduisait considérablement la valeur marchande de l'appartement, mais garantissait la transparence de la transaction. Étonnamment, nous avons rapidement trouvé un acheteur, raconte l'agent immobilier Claudia Meyer, un homme âgé, récemment déménagé de Hambourg à Munich. Il ne s'est pas laissé décourager par l'histoire de l'appartement. Il a dit qu'il ne croyait pas aux fantômes et était prêt à passer outre le passé aspri. Le nouveau propriétaire de l'appartement Nezero 17 était Walter Fischer, un retraité de 65 ans, ancien spécialiste technique, un homme calme et poli qui préférait la solitude. Les voisins le voyaient rarement, principalement tôt le matin quand il allait chercher des journaux frais. Aucun des résidents n'a remarqué son habitude d'observer longuement les jeunes femmes qui passaient, et personne n'a fait le lien entre son nom, Walter Fischer, et ce Thomas Fischer qui s'était adressé à la police avec des informations sur Schubert quelques semaines plus tôt. Fin avril 2021, une nouvelle résidente est apparue dans l'immeuble, Sophie Bauer, une étudiante qui avait loué un petit appartement au 2e étage. Une jeune fille attirante qui venait de déménager d'une petite ville à Munich et ne connaissait personne dans la grande ville. La vie au 47 rue des Tilleuls a suivi son cours habituel. Les gens se dépêchaient pour leurs affaires, se saluaient lors des rencontres et continuaient leur chemin, sans poser de questions sur les voisins, sans s'intéresser à ce qui se passait derrière les portes fermées des autres appartements. Personne n'a remarqué comment Walter Fischer a aidé Sophie à porter des sacs lourds jusqu'à son appartement. Et personne n'a entendu comment il a suggéré de passer prendre une tasse de thé pour discuter des particularités de la vie dans cet immeuble que les nouveaux arrivants devraient connaître.